Le sujet dont je vais vous parler est assez confidentiel. Je n'ai trouvé qu'une poignée de reportages sur la franc-maçonnerie féminine pour commencer. Et aucun ne s'intéresse au lien réel avec le féminisme institutionnel, c'est-à-dire avec le féminisme d'État et le féminisme des grandes associations. L'impératrice Joséphine de Beauharnais, Louise Michel, anarchiste et féministe, Ginette Eboué, résistante et militante contre l'apartheid, Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Toutes ces femmes ont un point commun. Elles font partie d'un ordre, d'une société initiatique et influente, la franc-maçonnerie. Et comme souvent quand on aborde la question épineuse du lobbying, c'est à la marge sans rien en dire. Petite parenthèse, pour la plupart des gens, la franc-maçonnerie aujourd'hui, c'est une sorte de société secrète, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça serait un réseau d'influence important qui ferait pression sur les politiques, etc. Ça, c'est peut-être un tout petit peu le cas. Je vais essayer autant que possible de m'en tenir aux faits et aux documents. Il est possible que tout ce que je présente ici disparaisse rapidement d'internet, donc je vous ai mis un dossier zip à télécharger si vous avez besoin de mes sources. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, tous les documents que j'utilise sont disponibles publiquement, j'insiste sur ce point. Mon enquête a commencé il y a de cela environ 6 mois. En faisant des recherches pour une vidéo, je suis tombé sur un document PDF inhabituel. À cette époque, je n'avais jamais vraiment creusé la question de la franc-maçonnerie féminine et de son lien avec le féminisme. Et là, je suis tombé sur un document issu d'une loge maçonnique et parlant de féminisme. Outre le logo particulièrement reconnaissable, plusieurs passages du texte ont rapidement attiré mon attention. On y parle des bienfaits de l'initiation et du combat de la franc-maçonnerie pour l'émancipation et les droits des femmes. Du coup, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet de la franc-maçonnerie féminine. C'est vrai que c'est moins connu, il y a à peu près, on va dire à peu près 20 000 femmes chez les francs-maçons aujourd'hui. Pour faire un résumé très grossier, on peut dire qu'il existe deux types de loges qui contiennent des femmes francs-maçonnes. Les loges mixtes et les loges strictement féminines. Il y a 3 loges féminines à ma connaissance, la Grande Loge Féminine de France, GLFF, la Grande Loge Initiatique Féminine Francophone, GLIFF, et la Grande Loge Féminine de Memphis-Misraïm, GLF-MM. La GLFF regroupe environ 15 000 membres, et les 2 autres loges sont plus modestes avec environ 1500 membres chacune. Je me suis surtout intéressé à la GLFF, qui a plus de 70 ans et qui compte le plus de membres. Au passage, et je crois que c'est important de le signaler, la GLFF et la GLIFF ne semblent pas être en très bons termes, donc, contrairement à une idée assez répandue, parler de franc-maçonnerie comme si c'était un ensemble uni est peut-être un petit peu abusif dans ce cas-là. Que dit exactement la GLFF sur son lien avec le féminisme? Eh bien, vous serez sans doute surpris de l'apprendre, mais la GLFF remet un prix des droits des femmes. Et dans le discours de clôture du prix de 2017, la grande maîtresse de la loge fait un rappel des implications de la GLFF en faveur du planning familial et de l'IVG. J'ai plutôt l'impression qu'effectivement elles sont quand même assez militantes, justement du côté du mouvement, on va dire, féministe. On va dire qu'on leur doit quand même, à mon sens, évidemment rien n'est officiel là-dedans, mais je pense que tout ce qui est planning familial, tout ce qui est les lois sur l'avortement et des choses comme ça, même si elles n'étaient pas toutes franc-maçonnes, mais je pense qu'il y a eu une orientation donnée par ces cercles-là. Cet autre document de la GLFF confirme d'ailleurs la chose en présentant l'engagement pour les droits des femmes comme une mission active que se donne chaque femme initiée par la franc-maçonnerie. Je pense ne pas déformer la position de la GLFF en disant que la réflexion sur les droits des femmes constitue une part essentielle des activités de la loge et que cette réflexion est conçue pour être exportée en dehors de la loge et diffusée par le biais d'un militantisme. Nous restons entre femmes parce que nous voulons vraiment développer une parole de femme dans ce lieu privilégié pour ensuite aller porter à l'extérieur, parce qu'il est bien évident que l'objectif c'est de porter à l'extérieur tout le travail, toutes les réflexions qui sont faites à l'intérieur. J'en ai fini avec mon introduction, et c'est donc maintenant que ça va devenir intéressant. La GLFF n'a pas peur d'organiser des colloques, et mine de rien, on apprend pas mal de choses rien qu'en faisant l'inventaire des intervenantes. J'ai commencé à m'intéresser aux intervenantes en tombant par hasard sur ce programme de conférence de 2017 intitulé « Les droits des femmes en mouvement ». Le nom d'une des invitées a fait tilt, Danielle Bousquet. Danielle Bousquet a été pendant 6 ans la présidente du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, le HCEFH. Si vous suivez ma chaîne, vous savez que j'avais déjà signalé dans une vieille vidéo le lien entre HCEFH, certaines associations féministes et une certaine Caroline de Haas. Et vous savez aussi que c'est l'organisme gouvernemental qui fait les rapports et les propositions de loi que Marlène Schiappa relaie et utilise. Le HCEFH, c'est le cœur de la machine du féminisme institutionnel. Il se trouve que Danielle Bousquet a été nommée à ce poste en 2013 par une certaine Najat Vallaud-Belkacem.
En théorie, vous vous souvenez tous au moins de Najat Vallaud-Belkacem, et vous vous en souvenez comme d'une femme de gauche tout à fait progressiste, notamment sur la question de la théorie du genre. Nous allons mener un travail équivalent sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question de l'identité de genre, donc ça va être extrêmement enthousiasmant. Je tiens énormément au travail sur l'éducation nationale. Et les stéréotypes, ça se déconstruit dès le plus jeune âge. Et la question de l'égalité, quelle que soit l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je pense qu'il faut profiter de cette porte entrouverte pour y glisser la question aussi de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Vous n'aviez peut-être en revanche pas prêté attention au fait que Najat Vallaud-Belkacem avait un certain nombre de liens avec la franc-maçonnerie. Je vous passe un extrait de son passage en tant que ministre de l'Éducation nationale à la Grande Loge de France. Monsieur le défenseur des droits, cher Jacques, cher Abdenour, mesdames et messieurs et chers amis, quelle soirée inspirante. Et ce n'est pas à vous, monsieur le grand maître, de me remercier de ma présence ce soir, c'est plutôt à moi de le faire. Merci de m'avoir permis de vous découvrir. Merci de m'avoir permis aussi de m'éclairer, voire de me réchauffer au feu de votre réflexion et de votre spiritualité ce soir. Et ça ne s'arrête pas là, Najat Vallaud-Belkacem mentionne explicitement la GLFF en fin de vidéo. Que je soutiens évidemment pleinement l'organisation de votre colloque sur la jeunesse avec la Grande Loge féminine de France qui plus est. J'ai bien noté la date, vous pouvez évidemment compter sur mon parrainage et je tenterai dans la mesure du possible d'y participer, même si c'est toujours difficile de s'engager sur une date, mais sachez que nous ferons tout pour. Alors je n'ai pas pu télécharger la vidéo de cet événement, mais elle est disponible en description et vous pouvez la visualiser en entier, c'est une vingtaine de minutes. En attendant, vous pourrez vous rassurer avec cette photo de Marie-Thérèse Besson et Najat Vallaud-Belkacem. Et puis tant qu'à faire, sachez que Najat Vallaud-Belkacem a reçu un prix du Grand Orient de France pour l'occasion. Vous savez qui est aussi proche de Marie-Thérèse Besson? Vous savez qu'il y a eu aussi une médaille de la part du Grand Orient de France? Eh bien je vais vous le donner en mille, c'est Marlène Schiappa. Voici une photo de Marlène Schiappa avec Marie-Thérèse Besson qui date de 2018. Et voici un article qui mentionne la remise d'une médaille par le Grand Orient de France. Je n'ai pas de photo ou de vidéo de cette remise de médaille, soit dit en passant. En cherchant un peu plus sur le cas de Marlène Schiappa, on apprend aussi qu'elle débat en loge avec la GLFF. Enfin, c'est ce que laisse penser un de ses tweets de 2018, tweet qui est toujours disponible au moment de l'enregistrement de cette vidéo. Quand autant de liens se créent tout à coup entre Marie-Thérèse Besson de la GLFF et les grandes figures du féminisme institutionnel, on en vient forcément à se poser des questions. Est-ce qu'il s'agit de 3 coïncidences ou y en a-t-il d'autres? J'ai essayé d'aborder les choses de manière rationnelle. Entre 2007 et 2012, il n'y a pas eu de secrétaire d'État spécifiquement en charge du droit des femmes. Avant 2007, les informations sont assez difficiles à trouver sur le net, la plupart des gens n'avaient ni Facebook, ni Twitter, ni même un smartphone avec une caméra. Je n'ai donc même pas cherché à savoir s'il restait des informations sur l'avant 2007. En revanche, depuis 2012, 4 femmes ont été en poste sur la question du droit des femmes. Et à chaque fois, on retrouve un élément de lien avec la franc-maçonnerie. Par ordre chronologique, Najat Vallaud-Belkacem, Pascal Boitard, ici photographié dans une loge mixte, Laurence Rossignol, qui a participé à une conférence de la GLFF, et Marlène Schiappa. Notez bien que je n'affirme pas qu'elles soient membres de la GLFF, mais qu'elles ont un lien avec la loge. Dans le cas de Laurence Rossignol, on a même la vidéo de son passage en conférence, je vous mets un morceau où elle se moque des opposantes à l'IVG. Le féminisme intégral, on peut parler d'Eugénie Bastier par exemple, qui dit « Mais moi je suis féministe, mais je pense que l'avortement c'est un crime. » Donc tout est relatif, tout est relatif. Et donc pourquoi la question de l'universalisme, elle devient sérieuse, enfin plutôt sérieuse, utile et centrale dans le débat, c'est parce que c'est ce que nous essayons d'opposer à cette idée de la diversité des féminismes, l'espèce d'ubérisation du féminisme, qui consiste à dire que dans une société libérale, chacun fait comme il veut, chacune a le choix, et tout est égal. J'ai essayé de constituer une carte des personnes potentiellement liées aux loges. Il y en a plusieurs au HCEFH, un certain nombre dans des organisations ou associations féministes, et quelques personnages politiques. Je ne vais pas détailler pour chaque personne quels sont les éléments disponibles, ce serait un travail sisyphéen et probablement sans intérêt pour la majorité des gens. Encore une fois, il y a des choses en description. Revenons au sujet qui nous préoccupe. Nous avons vu jusqu'à présent qu'un certain nombre de féministes institutionnels avaient un lien plus ou moins étroit avec la GLFF. Il reste à nous interroger sur la potentielle influence de la GLFF sur le féminisme institutionnel. Au premier abord, je me suis fait la remarque que la GLFF abordait souvent des thématiques féministes du moment,
et prenaient régulièrement position. Par exemple, la GLFF s'est prononcée ouvertement pour l'interdiction de la prostitution. Mais au départ, je pensais que la GLFF ne faisait que suivre l'actualité, comme certains curés font des remarques à propos des événements du moment. À la limite, si c'était effectivement le cas, je me dirais qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Or, peu avant l'enregistrement de cette vidéo, j'ai mis la main sur un rapport de la GLFF de 2013 pour l'élimination des discriminations contre les femmes, que je cherchais depuis quelques semaines. Le document est cité par plusieurs blogs et articles qui renvoient tous vers une URL du site de la GLFF. Sauf que le lien est mort et je n'arrivais pas à remettre la main sur le fichier. Mais bon, puisque je vous en parle, c'est que je l'ai. Voilà donc un extrait de ce document que je trouve particulièrement troublant. En l'espace d'un paragraphe se trouvent listées tout un tas de choses qui sont devenues réalité par la magie du hasard. Promouvoir l'accord de proximité, c'est ce que font toutes les adeptes de l'écriture inclusive. Renforcer les rôles du CSA pour promouvoir les femmes expertes dans les médias, la chose a été rendue possible en 2017 par un changement juridique. Développer la couverture du sport féminin, la chose a été faite en 2019 avec l'intervention du CSA. Faire voter une loi antisexiste sur le modèle de la loi antiraciste, c'est plus ou moins le sens de l'outrage sexiste voté en 2018. Imposer des congés parentaux égaux pour les hommes, eh bien en fait c'est l'actualité chaude du moment. Avouez que c'est quand même fascinant qu'un document de 2013 soit aussi en avance sur son temps. Enfin, je me fais sûrement des idées. Ce n'est pas comme si la GLFF était entendue directement par des parlementaires. Détrompez-vous, c'est aussi le cas. Figurez-vous que le Sénat a invité la GLFF à donner son avis sur la question de la PMA au sein d'une commission de bioéthique. Je vous mets deux extraits des prises de position de Marie-Thérèse Besson, la grande maîtresse de la GLFF, dans une commission du Sénat. Pourtant, nous nous retrouvons toutes sur les valeurs issues du siècle des Lumières, à savoir la liberté, la fraternité, l'égalité, la dignité absolue de tous les êtres humains, l'usage de la raison sur laquelle s'est fondée l'autonomie de la conscience. Ce sont donc ces valeurs-là qui fondent notre réflexion. En premier lieu, donc, sachez que nous sommes tout à fait satisfaites de l'avancée et des progrès de cette loi dans son ensemble. Concernant le don d'organes, à propos du don croisé à 4 pères, nous ne pouvons qu'apprécier cette fraternité au-delà de la famille, véritable pour nous valeur maçonnique de solidarité, ce qui de plus augmentera bien évidemment les chances de réussite des greffes. Par contre, nous nous interrogeons sur la notion de liberté à propos du don intrafamilial et de l'inévitable pression psychologique qui risque d'exister. Plus intéressant encore, sachez que quand une obédience maçonnique féminine de 15 000 membres demande aux candidats à la présidentielle le programme pour le droit des femmes, eh bien, on leur envoie des réponses. Je ne vais pas rentrer dans le détail et vous lire une douzaine de pages, mais dans le dossier ZIP, vous trouverez les réponses de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, de Jean-Luc Mélenchon et de François Bayrou pour 2012. Franchement, je ne sais pas si c'est habituel et si on me répondrait aussi prestement si je demandais au nom de mes 30 000 abonnés le programme pour le droit des pères ou l'éducation des garçons. Dernière action de la GLFF, financer des associations ou des initiatives féministes. Oui, j'ai bien dit financer. À ma connaissance, la dernière en date est la Fédération Solidarité Femmes. Je n'ai pas connaissance du montant exact, mais un commentaire sous un blog franc-maçon laisse penser qu'il s'agirait de 150 000 €. D'ailleurs, le milieu associatif dans son ensemble n'est pas vide de femmes liées, d'une manière ou d'une autre, à des loges. Prenez la Fondation des femmes, lancée par Anne-Cécile Melfer. Cette ex-porte-parole de Oser le féminisme avait donné une conférence en 2013 sur la mixité de genre pour les 40 ans de la Grande Loge universelle mixte. Et il se trouve que sa fondation participe aussi à certains travaux du HCEFH, comme ce rapport sur le financement de la lutte contre les violences conjugales. Décidément, le monde est petit. Voilà pour ce tour d'horizon des actions de la franc-maçonnerie, en particulier de la GLFF. J'ai des soupçons sur un certain nombre d'autres associations ou de réseaux de femmes en entreprise, mais je n'ai pas de preuves suffisantes, et donc je considère qu'il m'est impossible de conclure à leur sujet. Ce que je peux conclure en revanche, c'est qu'il existe des liens entre le féminisme institutionnel et la loge féminine GLFF. On peut sans se mouiller dire que la GLFF a ses entrées dans le gouvernement pour toutes les questions touchant aux droits des femmes. On peut même raisonnablement penser qu'une partie des desiderata féministes sont regroupés en loges et ensuite transmis à des associations, lobbies ou fonctionnaires. Je ne conçois en aucun cas cette vidéo comme une analyse complète et définitive, prenez-la comme une interrogation ouverte